Okay, without any further ado, I'll ask Janet to introduce our first. Je vais demander à Janet de nous présenter le premier intervenant. J'ai le plaisir de vous présenter James Dunn, professeur titulaire de la chaire du département de la santé de la GISM, la Société McMaster. Et Jim est donc de la Société de l'Université McMaster, ainsi que scientifique au Centre de recherche sur la santé au Centre des villes à l'hôpital St. Michael à Toronto. Il est directeur du McMaster Institute of Healthy Environments, professeur auxiliaire de l'Université de Toronto, géographie urbanisme à l'Université de Waterloo. Je suis déjà fatigué. Imaginez cette longue biographie. De 2008 à 2014, il a été titulaire de la chaire en santé publique appliquée aux instituts de recherche en santé du Canada à l'Agence de santé publique. En 2011-2012, il a été titulaire à la chaire William Lyon Mackenzie King. Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisé sur la géographie, la santé publique, l'urbanisme, l'épidémiologie. Au cours de sa carrière, en 2012, il a coédité Rethinking Social Epidemiology Towards the Science of Change avec Patricia Ocampo, qui est un journal, une revue spécialisée du British Medical Journal. Donc, j'ai hâte d'entendre son exposé. Well, thank you very much. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis absolument ravi d'avoir l'appui du CNRH à ce sujet pour cette recherche. Nous poursuivons nos travaux. Nous avons une première rencontre en mai 2004, donc ça remonte assez loin. Et on dit que je ne suis pas quelqu'un de persévérant, et pourtant. Donc, cela est essentiellement dû à l'appui de la SCHL. Parlons un petit peu des recherches préliminaires que nous avons en matière de logement social et de santé. Quels sont les résultats à cet égard ? Eh bien, cette étude a été rendue possible grâce à des intérêts dans le domaine de la santé qui voulaient déterminer quels étaient les impacts dans le domaine du logement social. Et j'occupe la chaire de l'Institut de recherche sur la santé. Et donc, nous voulions étudier quels étaient le genre d'interventions à mener autour du logement avec un impact social marqué. Nous essayons de comprendre ce qui se passe et comment obtenir un logement social pour les personnes pour la première fois et en quoi cela leur permet d'améliorer leur état de santé. Donc, en toile de fond, en ce qui me concerne, c'est un modèle conceptuel très coûteux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vais un petit peu vous situer. D'abord, on peut imaginer tous les liens entre le logement et la santé. Des économistes disent que le logement est un phénomène à plusieurs attributs. Et effectivement, il y a plusieurs attributs. Il est donc très important de savoir quels sont ces attributs et en quoi ils peuvent avoir un effet sur la santé, selon moi. Et il y a des problèmes du côté des risques physiques, de la conception physique, les avantages psychologiques également, les avantages sociaux, parce que les gens peuvent maintenir des relations sociales très importantes comme facteur de la santé. Le soutien du réseau social est un des grands déterminants de la santé et l'isolement plutôt est un facteur de risque sur le plan de la santé et c'est important pour maintenir des liens sociaux d'avoir un logement. Il y a également une dimension financière et l'emplacement est aussi important. Si on essaye de ramener ce vaste modèle à une étude de ce qui change quand les gens passent d'un logement commercial à un logement subventionné.
Je dirais en partant que les résultats ne sont pas incroyablement révélateurs, frappants. Alors qu'est-ce que ça pourrait changer? Eh bien, la plupart des gens constatent une augmentation du salaire net ou de ce qu'ils peuvent conserver dans leur poche quand ils passent du marché commercial ou d'un logement commercial à un logement subventionné ou social. Et bien souvent, parce qu'ils doivent payer justement un loyer, les gens réduisent leurs dépenses dans les médicaments, dans la santé en général. Et s'ils ont des revenus disponibles supérieurs, à ce moment-là, l'impact est moindre. Le passage des logements sociaux permet de mieux contrôler sa vie et donc de réduire le stress, ce qui a un effet sur la santé. Et on pourrait également prétendre que les gens ont des logements de meilleure qualité et un voisinage de meilleure qualité également. Et cela, évidemment, à son tour, a un effet sur la santé. Voilà un petit peu donc ce qu'on pourrait qualifier de boîte noire du logement social. Nous avons créé un partenariat entre le centre de recherche du Inner City Health et Crunch, vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez ce que c'est, à McMaster. Et nous avons un excellent partenariat avec les gestionnaires de services de Peel. Et nous avons une équipe multidisciplinaire dans le domaine de la recherche qui porte donc sur plusieurs disciplines. Et nous avons une conception de cohorte prospective avec un groupe de comparaison. Nous avons eu 6 groupes pour chaque région. Nous avons recueilli les données à cet égard. Et on s'est dit qu'il y avait des personnes qui allaient être logées, d'autres qui ne seraient pas logées dans des logements sociaux. Et nous avons suivi les 2 groupes sur 6, 12 et 18 mois. Et l'on a vu un petit peu quel était le niveau de confiance à terme de l'intervention. Nous sommes maintenant au stade où nous allons publier les prochains résultats préliminaires. Pour vous donner une petite idée de la région dont nous parlons, c'est dans la grande région de Toronto que vous voyez ici. Vous avez donc Peel, Toronto et Halton. C'est essentiellement dans l'ouest de la région, mais 4 gestionnaires de services de logement qui sont concernés. L'étude avait pour objet de déterminer si les adultes qui étaient relogés dans des logements sociaux étaient plus susceptibles que les groupes de comparaison d'afficher une amélioration du côté des symptômes de dépression et d'anxiété, c'est-à-dire les troubles mentaux les plus courants. Et les gens devaient répondre à 20 questions pour la dépression, 20 pour l'anxiété. Et nous les avons interrogés sur la fréquence des symptômes ou la gravité des symptômes ressentis au cours des 2 semaines écoulées. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela est un élément qui permet de prédire les troubles mentaux. Et ce qu'on a vu à cet égard, c'est qu'il s'agit davantage d'un continuum plutôt que que de quelque chose où c'est noir ou blanc. On a le trouble, on n'a pas le trouble. Il était donc possible d'identifier les groupes qui avaient besoin de soins mentaux. Et nous avons traité les gens dans le cadre d'un continuum. Et si les gens avaient plus de symptômes, plus fréquemment, ils n'avaient besoin de plus de soins que les autres. Cela est très important parce que quand on identifie les gens qui ont besoin de traitement en médecine, on essaye de déterminer les seuils. On part des seuils et on tient compte des conditions socio-économiques ou autres. Et quand on retire les facteurs qui sont à la base des problèmes, à ce moment-là, on allège les symptômes. On a mesuré à partir de différentes questions. La plus courante, très solide d'ailleurs, c'est une seule question. C'est de savoir par rapport aux autres personnes de votre âge, dans quel état de santé vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes bien, pas très bien ou très mal? Et ça, c'est un élément qui permet de prédire
le taux de mortalité, la morbidité également. Et c'est très solide, et c'est tellement solide que les organisations de la santé, HMO aux États-Unis par exemple, qui couvrent une grande population, utilisent cette question pour voir ce qui se passe du côté des membres du HMO afin de déterminer assez précisément les coûts du système à terme. Et je suis très content que cette question ait été retenue. C'est une que j'ai créée. Ensuite, il faut déterminer dans quelle mesure les logements les logements sociaux vont agir sur l'état de santé. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail de ce modèle conceptuel, mais c'est un modèle de stress où vous avez les attributs du logement, les attributs d'autres attributs avec les stresseurs, les éléments qui causent le stress, la soutien social qui peut être une cause de stress ou au contraire qui peut atténuer le stress. Et ensuite, vous avez les résultats sur l'état de santé. Nous avons voulu mesurer la santé des enfants, ce qui est assez ambitieux, mais nous n'avions pas une grande population à évaluer. Alors, voyons donc les résultats. Comme je le disais, les troubles mentaux courants sont les principaux issus. Ils sont associés aux handicaps physiques et sociaux. Ils sont au moins aussi graves que ceux associés à la maladie physique. Il y a une prévalence dans la communauté combinée de 15 à 30% et ça représente un tiers de jours de travail perdus, un cinquième des consultations des médecins au Royaume-Uni. Il faut insister sur l'importance des symptômes sous-cliniques. La dépression représente beaucoup, les petites dépressions représentent beaucoup plus de jours perdus que les grandes dépressions parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont affectés et quand on considère cela au niveau de la population, c'est énorme. Et cette étude donc est axée sur la population et je crois que si nous pouvons démontrer que la moindre petite amélioration dans le cadre d'une politique peut s'appliquer à un grand nombre de personnes, les impacts sur la santé pourraient être plus importants que certaines des choses que nous faisons pour les gens qui sont plus gravement atteints. Il y a des mesures particulières que nous avons appliquées. Il y a une philosophie derrière les études par cohorte. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne cohorte, il faut rassembler le plus grand nombre de choses possibles, pertinentes, parce que ça peut finir par être pertinent à la fin. Donc, c'est un fardeau de réponses équilibrées qui consiste à aller chercher le plus grand nombre de réponses à partir de la ligne de référence et on inclut donc une longue liste de questionnaires ici, de sujets abordés dans les questionnaires parce qu'on considère que ça va permettre de dégager des facteurs prévisionnels. Par exemple, le soutien social, la satisfaction, degré de satisfaction de la vie, la gaieté, le sens de cohésion sociale, communautaire. Et il y a également des résultats intermédiaires que nous pourrons étudier dans l'avenir. Il y a eu un certain nombre de problèmes associés à cette étude. D'abord, nous avons utilisé une liste pondérée pour les logements sociaux dans 4 municipalités et nous avons eu des problèmes de respect de la vie privée. Nous avons dû nous conforter à la loi sur la protection des renseignements personnels au niveau des municipalités. Le partenariat avec les universités, évidemment, ça tombe dans un domaine plutôt gris. La recherche est exonérée de toute limite imposée au titre de cette loi, mais nous n'étions pas très à l'aise à cet égard. Et si nous avions été un consultant auprès de ces agences et que nous ayons agi pour ces agences, il n'y aurait pas eu de problème. Cependant, tout de même, ça a fonctionné. Nous avons trouvé une solution. Mais le grand défi qui était à relever, c'était
justement de faire face à des gens qui étaient plutôt désespérés, qui étaient en liste d'attente parce qu'ils attendaient anxieusement d'avoir un logement. Et les gens pouvaient supposer, parce qu'ils participaient à la recherche, qu'on allait leur donner un avantage. Or, ce n'était pas vrai. Nous leur avons expliqué que c'était une étude complètement distincte de la liste d'attente pour accéder à un logement. Et des conseils d'éthique nous a dit qu'à 6 reprises dans le processus de recrutement, quand nous avions aux gens, si vous participez à l'étude ou pas, peu importe, ça n'aura aucune incidence sur votre position dans la liste d'attente. Et le bureau d'éthique voulait que nous allions un petit peu plus loin parce que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est ce qu'on a été dit. Et le fait de leur poser 6 fois la question, ça ne suffit peut-être pas. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ou il y a au moins un cas, où il y a quelqu'un qui a écrit après sa participation et qui a dit, écoutez, j'étais certain que j'allais avoir un logement après avoir participé à l'étude. Et il y a un autre monsieur qui a eu un logement et qui l'a mentionné tout de suite après sa participation à l'étude. Ils nous ont envoyé une lettre nous remerciant l'assistant de recherche et lui demandant son numéro de téléphone parce qu'il voulait lui donner un chèque. Donc nous avons communiqué avec les gens. L'autre problème, évidemment, c'est que les listes d'attente sont très complexes. Il y a toute une série de dynamiques qui interviennent et qui influent. Par exemple, vous avez les programmes prioritaires, victimes de violences, priorité médicale, les sans-abri, les nouveaux arrivants, et ça varie d'un lieu à l'autre. Dans certains cas, ce sont des critères d'exclusion. Par exemple, la victime de violences et priorité médicale, ce sont des facteurs d'exclusion parce que de toute façon, nous pensons que c'est là où nous allons le plus agir sur la santé et qu'il y a des gens en plus qui étaient en phase terminale dans certaines maladies, donc le logement n'allait pas avoir un impact très important. Pour ce qui est des nouveaux arrivants, il y a eu aussi un aspect à considérer et comme vous le savez, les listes d'attente à des logements, pour des logements sociaux, c'est pas la même chose que dans le magasin du coin où on dit simplement au prochain, au suivant, etc. Ça n'est pas comme cela que ça fonctionne. Ça dépend des normes, des taux d'occupation nationale, des statuts de prioritaires et évidemment, quand les gens font leur demande, ils ont une liste de toutes les propriétés qui existent dans la municipalité et ils peuvent choisir pour lesquels, là où ils veulent aller. Autrement dit, il y a une liste d'attente pour chaque propriété et les gens peuvent avoir accès à une unité en fonction de leur priorité, également en fonction du type de logement qu'ils recherchent. C'est excessivement complexe et puis par ailleurs, les gens peuvent refuser une offre de logement jusqu'à 3 fois avant d'être relégués au bout de la file. Donc ça, c'est problématique. Ce que nous voulions faire, c'était d'identifier les personnes qui étaient susceptibles d'avoir un logement très rapidement. Et nous savions qu'il y allait y avoir une intervention et que l'étude allait pouvoir se terminer dans une période donnée. Mais 11 ans plus tard, de toute façon, cette étude a commencé. Nous n'avons débuté de toute façon qu'en 2009. Alors nous avons utilisé un modèle de régression pour affecter les notes de possibilité de relogement. Les taux de recrutement étaient de 44 à 72% sur les municipalités. Une fois que le participant a été recruté et qu'ils avaient passé l'entrevue de base, nous avons établi donc un taux de rétention qui était de 78 à 97%, ce qui est absolument incroyable compte tenu des populations avec des problèmes linguistiques. Nous avions des services d'interprétation simultanée quand les gens n'étaient pas en mesure de faire les entrevues en anglais, ce qui a pris beaucoup de temps. Et puis nous avons fait des entrevues de suivi dans les 6 mois. Pour voir justement quel était le facteur de rétention. Les gestionnaires de services devaient nous informer si jamais il y avait des changements d'adresse. Donc nous faisions des mises à jour mensuelles de nos listes. Nous avons payé une prime pour chaque personne qui passait l'entrevue et qui remplissait les différents éléments de l'étude. Et les participants pouvaient fournir des noms de 2 personnes pour les contacter. C'était une façon pour nous de maintenir un suivi. Alors, passons
au constat. Donc la cohorte de base était constituée de 504 personnes, essentiellement des femmes, presque 60%. Et ça, qui est très intéressant, j'ai fait une autre étude sur Regent Park à Toronto, qui est un projet de logement très important. Nous avons eu les mêmes résultats dans cette étude. Et c'était une population très instruite. Les gens qui ont participé aux études sont ceux qui étaient les mieux instruits. C'est un facteur de participation. Et les résultats que nous avons obtenus sont plutôt prudents, c'est-à-dire que l'impact de ce genre de logement est certainement supérieur sur les gens qui ont une situation socio-économique moindre avec un niveau d'instruction moindre que ceux qui sont à l'autre extrémité du spectre. Essentiellement, la plupart des gens n'avaient pas de conjoint, 31% étaient mariés ou en situation de vie commune. On a déterminé que la plupart des gens étaient nés en dehors du Canada, 70%, taux très élevé de handicap physique, 33%, et faible revenu, 60%, gagné moins de 20 000 $ par an. Parmi les personnes ayant participé, ayant reçu un logement visé, il y a eu quelques changements statistiquement significatifs sur le plan de la santé, mais rien de très extraordinaire, et cela dans les 6 mois après le relogement. Nous avons constaté une amélioration dans les difficultés à faire face au coût du logement. Ça, c'était ce que l'on a constaté a priori. Nous avons subdivisé cela pour faire une analyse groupée, hommes, femmes, et analyse groupée par ailleurs. Et cela a confirmé les relations que nous avions constatées dans le cas des hommes et dans le cas des femmes. Ensuite, nous avons posé une question sur l'insécurité alimentaire. Et Valérie Tersac de l'Université de Toronto avait déjà démontré dans une de ses études qu'il n'y avait pas d'association entre le revenu et l'insécurité alimentaire chez les populations à faible revenu, mais qu'il y avait une relation très importante entre l'insécurité et le revenu après accueil dans des centres. Et donc, les gens qui avaient un logement étaient moins susceptibles de s'inquiéter de la quantité d'aliments qu'ils pouvaient mettre sur la table. Ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Problèmes personnels et émotionnels interférant dans les activités quotidiennes, dans des milliers d'études dans le monde entier qui ont porté sur des hommes seulement. On a constaté qu'il y avait une diminution des problèmes émotionnels et personnels chez les gens qui avaient un logement par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Et même question, c'est la quantité de douleurs corporelles où on a assisté à une diminution des douleurs subies et de façon très importante par rapport au groupe de comparaison. Ce sont donc des résultats favorables, mais rien qui soit extraordinaire de notre côté. Plusieurs constats plutôt négatifs ou plutôt non significatifs, c'est-à-dire il n'y a pas de différence significative dans le changement des variables comme la dépression, l'anxiété et l'état de santé déclaré. Nous n'avons pas trouvé de changement important ou plutôt de différence quant à la satisfaction par rapport au logement ou au voisinage. Autrement dit, les gens qui ont déménagé n'ont pas présenté de différence fondamentale dans leur niveau de satisfaction sur ces deux choses. Et puis, il y a la plupart des symptômes SF8, c'est-à-dire l'état de santé mesuré pour ce qui est de la santé physique et des éléments sociaux, du fonctionnement émotionnel, etc. On ne sait pas exactement si ces constats changeront au fur et à mesure qu'il y aura une augmentation du nombre de personnes qui obtiendront un logement social. Peut-être qu'il y a plusieurs façons dont ça pourrait évoluer.
Peut-être que les gens qui attendront plus longtemps subiront un impact plus important, peut-être qu'ils auront moins de priorité, peut-être que ceux qui ont des priorités ne pourront plus se permettre d'attendre aussi longtemps, et j'espère que nous pourrons fouiller davantage et trouver quelque chose qui a plus d'influence. Nous avons fait une sous-étude qualitative et à la faveur des entrevues, nous en sommes revenus donc aux entrevues de départ et on s'est dit qu'il y avait des échanges avec les participants entre les questions qui nous parlaient effectivement d'aspects importants comme leur vie, leur expérience en matière de logement social, etc. Et nous sommes dit que nous devions prendre cela en compte. Et c'était évidemment très difficile de couvrir la partie quantitative de l'étude, mais on s'est dit tout de même on va investir dans quelques ressources. Et nous avons mené une série d'entrevues où les gens ont posé des questions donc beaucoup plus ouvertes et il y a eu des entrevues de suivi ensuite, des personnes notamment qui avaient trouvé un logement, peu importe, mais nous avons pu rentrer dans une étude qualitative à ce moment-là. Pour ce qui est des nouveaux résidents des logements sociaux, ils nous ont constaté une diminution du fardeau que représente le loyer. C'est pas énorme, ça ne transforme pas vraiment la vie des gens, mais c'est important. Il y a un problème du côté de la conception et de l'aménagement physique du logement. Il y a des aspects négatifs qui sont rattachés au fait de vivre en logement social. Question de sécurité, de santé, un problème de logement et de voisinage, le processus de demande et la relation avec la gestion. Ce que j'ai constaté et qui était intéressant, c'est qu'il y a un ensemble complexe de raisons pour lesquelles les gens peuvent refuser le logement qui leur proposait. On pourrait penser a priori que c'est irrationnel. Autrement dit, quelqu'un s'inscrit sur une liste, met à jour cette information année après année, et puis d'un seul coup, le grand jour vient, il y a quelqu'un qui la rappelle, écoutez, voilà, vous avez enfin votre logement social, et les gens disent non, merci. Alors on pourrait effectivement penser que c'est irrationnel comme décision, mais il y a des raisons en fait idiosyncratiques plus profondes. Parlons-en un petit peu. Donc diminution des fardeaux. Oui, la diminution des loyers, ça c'est important. Les gens se disent que c'est très important d'avoir un logement abordable. Avant, dans les lieux où ils vivaient, pendant un moment, c'était une simple pièce. C'était dans un vieil appartement à Hamilton. Les gens, la personne dit, écoutez, avant de venir ici, je payais beaucoup trop pour la qualité. Question, est-ce que vous avez vu les choses s'améliorer pour vous? Réponse, oui. Est-ce que vous pourriez nous en donner davantage? Premièrement, eh bien, les loyers étaient complètement débridés. Je n'ai plus besoin de m'en inquiéter. Et si vous payez, autre question, si vous payez le prix du marché, est-ce que votre vie serait différente? Je dirais oui, je devrais réduire sur d'autres aspects de ma vie, aller à la banque alimentaire, etc. Alors, vous voyez que tout ça correspond à la plupart des définitions de la pauvreté. La définition de pauvreté, en fait, ce n'est pas une subsistance matérielle, c'est l'inclusion sociale, c'est-à-dire que les gens doivent vivre dans des milieux où ils sont acceptés, où ils se sentent bien. Maintenant, les compromis négatifs, alors au-delà de loyer, qu'est-ce que ça vous a amélioré? Rien, tout est empiré, tout est pire, ce n'est pas sûr, ce n'est pas propre, on n'est pas respecté, comme on paye pas de loyer, pourquoi est-ce qu'on devrait, ou du moins un loyer important, pourquoi est-ce qu'on pourrait revendiquer quoi que ce soit? Autre question à notre participant, en quoi la vie a changé dans votre cas? La réponse, je trouvais très utile d'un point de vue financier parce que ça a allégé le fardeau associé au loyer. Cependant, je veux dire que c'était très utile que le loyer soit diminué, mais je paye pour cette diminution financière en ayant un fardeau psychologique plus important parce que je vis de ce bâtiment. Autre réponse, stigmate, j'ai perdu mes amis, les gens ne me visitent plus depuis que je suis dans ce genre de loyer, j'ai perdu le contact avec des membres de la famille, il n'y a pas d'excuse. Ça fait mal.
On a l'impression qu'on ne fait plus partie du groupe. J'ai des merveilleuses personnes, mais je n'ai plus de contact avec des merveilleux amis, mais j'ai plus de contact avec les maisons. C'est vraiment bien, mais on peut pas parler qu'on vit dans un logement social parce que les gens à ce moment-là pensent que vous êtes toujours dans le besoin. Ce stigmate m'a affecté pendant des années. C'est la même personne qui répond. J'ai de la difficulté à y faire face. C'est pour ça que je suis déterminé à sortir d'ici. Je veux monter d'un cran dans la société parce que je veux me sentir mieux. Je ne veux plus subir ce stigmate. Voilà, donc ça c'est un aperçu très général. Maintenant, nous avons été financés par le CIHR. La plupart des participants ont reçu des logements sociaux. La plupart des participants ont eu un suivi à 12 mois, 18 mois. Il y a une nouvelle phase de recrutement et nous allons augmenter donc le groupe après 12 mois. Et il y a même des personnes qui sont arrivées à 18 mois que nous suivons. Cela nous permet de répondre à des questions en suspens au sujet des effets à moyen terme du logement social sur la santé. Nous ne savions pas exactement ce que ça voulait dire au départ, impact à moyen et à court terme. Et avec l'appui de la SCHL, nous avons essayé d'améliorer notre échantillonnage un petit peu plus. Et nous avons donc recruté de nouveaux participants avec un suivi à 6 mois. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons uniquement à Toronto. La liste d'attente à Toronto est très bien gérée. Le personnel nous a dit qu'il pensait pouvoir nous permettre d'identifier les foyers qui pourraient avoir rapidement accès à un logement. C'est la première étude du genre au Canada. Il y a des études semblables au Royaume-Uni, mais pas avec des groupes de contrôle. Si on regarde la relation entre le logement et la santé, il y a des éléments biologiques, physiques qui sont assez bien établis. En fait, sur le plan socio-économique, ce n'est pas aussi clair. Et quand on constate des résultats de ce genre qui sont assez mitigés, c'est très bien. Évidemment, on voit qu'il y a des avantages d'offrir un tel logement, mais peut-être qu'on pourrait améliorer les logements sociaux si on améliorait l'efficacité de cette formule. Et par ailleurs, à la base de cette étude, on est parti du fait que si on pouvait montrer les effets sur les santé, ça aurait un effet incroyable. Peut-être qu'on aurait des modifications au niveau des politiques et peut-être effectivement que ça pourrait avoir un impact si nous établissions ce lien entre la santé et le logement. Mais parfois, il n'est pas possible de faire ressortir ce genre de relation de façon aussi évidente. Ce sont les gens qui, finalement, au départ, dans leur état de santé, vont déterminer l'ampleur des résultats. Alors, je crois que, effectivement, l'argument, c'est que les gens doivent avoir droit à un logement social et que, effectivement, ça fait une différence sur les résultats constatés. Et il faut voir le logement comme un investissement humain et social. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de vous parler. Je vais être heureux de vous répondre si j'en ai le temps. Yes, I'd like to open it up to... Bien, alors je vous propose de passer à des questions pendant quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Vous avez fait un suivi aux 6 mois, mais sur quelle période complète ces 6 mois sont-ils intervenus? C'est quoi, quand on va avoir fini 2017. Nous arrêterons le suivi un an avant. Donc, c'est quoi la période totale? Ça varie. Le plus long. Bon, je vais vous le dire, mais nous avons recueilli des données de base dans le cas de chaque participant. Et s'ils étaient logés dans l'année suivante, à ce moment-là, nous parlions d'une intervention, c'est-à-dire
Et si les gens n'étaient pas logés dans l'année suivante, à ce moment-là, nous les attribuions à un groupe de contrôle. Et c'est là où on intervenait à 6 mois, 12 mois, 18 mois après pour faire un suivi. Donc nous n'avons pas laissé tomber ces gens-là. C'est-à-dire ils appartenaient à une autre groupe. Ils passaient de l'intervention à autre. Donc nous avons fait une étude. C'est une étude de transition d'un groupe à l'autre. Bon, enfin, de toute façon, tout ça, ce sont des termes très techniques dans la façon, dans la méthodologie. Mais à un moment donné, la plupart des gens qui faisaient partie d'un groupe d'intervention avaient déjà attendu 18 mois ou 12 mois ou 18 mois, et donc avaient fait l'objet d'un suivi. Et même si quelqu'un arrivait à terme de 18 mois, nous faisions une vérification, un appel de vérification plus tard pour leur dire nous n'avons pas arrêté de penser à vous, nous pensons toujours à vous, nous nous attendons à ce qu'il y ait d'autres occasions pour vous de participer parce que l'étude se poursuit. Alors ne nous oubliez pas. Donc en fait, les gens étaient pris en compte dans l'étude pendant très longtemps. Nous avons étudié toutes les données de base que nous avions récupérées. Je pense que la première subvention c'était en 2008, nous avons commencé en 2009 et ça fait à peu près 6 ans que ça dure et que nous faisons de la collecte de données. Et puis c'est une grande région quand même, de Hamilton jusqu'à l'est de Toronto. Nous avons fait Hamilton et McMaster, nous avons fait jusqu'à Saint-Mike's du centre de Toronto. Est-ce que pour les résultats, est-ce que vous avez des publications? Nous avons fait un résumé que nous avons donné aux résidents. C'est ce que nous faisons à la fin de l'étude. Chaque résident, justement, est tenu au courant pour maintenir sa mobilisation. Et en mars, nous devrons publier un rapport complet sur les 100 premières personnes avoir été suivies depuis assez longtemps. C'est-à-dire combien de personnes ont passé le cap de 6 mois. On a dit 100 personnes, 6 mois. Et en mois de mars, nous avons publié un rapport. Vous avez mon courriel ici. Si vous voulez assurer un suivi, ne vous gênez pas. Et le site web vous tiendra au courant par ailleurs. Pour ce qui est de la dernière partie de votre exposé que j'ai suivi essentiellement, qu'est-ce qu'on peut tirer de bien de cette étude, outre le fait que les chiffres confirment ce qu'on pensait a priori? Et je pense tout particulièrement au compromis plutôt négatif, c'est-à-dire la disparition du respect, l'impact psychologique, le stigmate social rattaché au fait qu'on vit dans un logement social. Et vous avez dit comment qu'on pourrait avoir un logement social plus efficace. Vous avez dit qu'effectivement, ce serait très utile de parvenir à cela. J'ai pensé à Walt Disney et à son génie. C'est-à-dire que le personnel était formé pour penser en termes de clients qui étaient en fait des invités, pas simplement des clients qui passaient là pendant quelques heures. C'est ça la philosophie à Disney World et Disneyland. Donc c'est une approche complètement différente, une approche mentale différente qu'il faudrait instiller aux gens qui sont en contact avec les locataires de logements sociaux. Oui, effectivement, il peut y avoir un retour sur le plan des coûts d'entretien. Si effectivement les gens ne trouvent pas intéressant de vivre quelque part, ils vont réagir. L'ancien PDG du logement communautaire à Toronto, quand elle est rentrée dans le secteur privé, elle s'est vraiment efforcée de faire en sorte que ces bâtiments soient plus attractifs. Et un jour, elle était dans le hall en bas, elle a entendu une mère parler à ses enfants qui a grondé des enfants en disant « Écoute, maintenant nous avons une entrée qui est absolument merveilleuse, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas la toucher. » Donc tout cela, ce sont des symboles qui sont porteurs de sens.
Et il y a notamment le facteur psychologique du logement dont on a parlé. Et l'un des grands aspects à cet égard, c'est que la maison est un lieu dans lequel on place du sens. Et si les gens internalisent cela, c'est-à-dire ce qu'ils obtiennent, et si jamais ils ont l'impression d'avoir de la chance, s'ils se retrouvent dans un logement qu'ils estiment minable, ils vont certainement pas s'enorgueillir et ils vont avoir une attitude négative. Donc, c'est pas un énorme investissement de faire cela. C'est un léger changement dans la façon de penser et d'appréhender toute la problématique de la part du personnel. Il faut apporter davantage d'attention pour mobiliser les locataires autour de l'entretien des lieux. Par exemple, à Hamilton, effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire, mais ça peut aller très loin. Est-ce qu'il y a déjà eu des changements dans votre échantillon Est-ce que quand les gens sortent de la région de Toronto, est-ce que vous les suivez? Il y a eu très très peu de gens qui sont sortis, mais c'est tellement faible comme nombre de personnes qui sont allées ailleurs que finalement ça n'est pas statistiquement significatif et ça ne vaut pas le coup d'élargir l'étude. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion.